Avec Pascal Joannin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Guillaume Ancel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur de ce livre « Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre ». C'est aux éditions Autrement. Anthony Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Anthony, bienvenue Bonsoir. à vous, éditorialiste à France Info TV et spécialiste des questions internationales. Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique. Pascal Joannin, je commence avec vous. Les pays européens, Grande-Bretagne y compris, alors on pourra ajouter le Canada, la Turquie qui était représentée aujourd'hui, se réunissent beaucoup ces dernières semaines. À quoi servent ces sommets ? À organiser le fait que les Américains vont laisser ou laissent croire qu'ils ne seront plus aussi actifs sur le continent européen qu'ils le sont depuis 1945, qu'ils ont fait un rapprochement avec la Russie qui n'était, je pense, pas imaginable par quiconque, au point qu'on peut se demander en effet s'ils ne sont pas devenus pro-russes, et que donc les Européens se réveillent. Alors les Français l'étaient peut-être un peu plus que les autres compte tenu de notre histoire, depuis le général de Gaulle, mais en tout cas les autres se réveillent en disant et si les Américains nous laissent vraiment tomber, est-ce qu'on a les moyens de s'organiser ? Et donc là, c'est plus les Européens Union européenne, c'est les Européens au sens large, puisque vous avez en effet le Premier ministre britannique, et j'allais dire sur le même niveau que le président français, il y a eu des réunions à Londres aussi. J'allais dire, et de quoi plus normal, c'était les deux membres permanents du Conseil de sécurité, c'est les deux forces qui ont une dissuasion nucléaire dans l'Union. Et puis en effet, il y a des pays tiers, alors il y a la Norvège et la Turquie qui est dans l'OTAN aussi, mais il y a également, je crois, il y avait le Canada et l'Australie aujourd'hui. Donc oui, c'est une coalition qui est bien plus large et qui a tendance à dire, mais les Américains étant plus fiables, et jusqu'où ils vont aller, est-ce qu'ils iraient jusqu'à sortir de l'OTAN ? Et s'ils sortent de l'OTAN, il faut bien qu'on organise les choses différemment. Donc, en effet, on met les moyens pour, un, aider l'Ukraine tout de suite, parce qu'on veut continuer à la soutenir, et deux, préparer l'inimaginable, la guerre, pour ne pas avoir à la faire, mais être en mesure de pouvoir être là le jour où, si jamais ça devait se passer. Il y a plusieurs temporalités, c'est ça qui est intéressant. Avec quand même dans les réactions de Volodymyr Zelensky, on l'a entendu dans notre sujet d'ouverture, il dit chaque sommet est un progrès, mais on a quand même ce sentiment de relative déception, où quand il dit beaucoup de questions et peu de réponses sur le contingent européen en Ukraine. Est-ce que cette déception, elle vous semble légitime ? Là, on est peut-être dans le court terme, Guillaume Ancel. Alors attention, parce que si on écoute Volodymyr Zelensky, il faudrait qu'il y ait 200 000 militaires européens qui se précipitent se battre avec les Ukrainiens. Il n'a jamais été question de ça. Non. Et je pense qu'il faut bien éviter cette confusion que fait parfois Macron entre le fait que nous ne sommes pas en guerre, les Ukrainiens sont en guerre, nous sommes menacés. Et donc on parle bien de deux choses différentes. Il y a le conflit en Ukraine, dans lequel on se demande comment on fait pour renforcer l'armée ukrainienne, pour que surtout, vu les défaillances des Américains sous Donald Trump, l'armée ukrainienne ne se retrouve pas submergée par l'armée russe. C'est ce qui s'est passé notamment quand Trump a coupé le robinet, notamment du renseignement. On a vu l'avancée russe dans la région de Koursk, par exemple. Ils ont repris. Ça a joué quand même, cette absence de renseignement. Les Ukrainiens ont été obligés d'abandonner en moins de 7 jours ce qu'ils avaient réussi à tenir pendant plus de 7 mois. Uniquement parce que les Américains les ont trahis. Et que les Ukrainiens ont compris, et les Européens aussi, que sans ce système de renseignement américain, nous étions quasiment myops, parce que nous n'avons pas d'équivalent. Mais on voit bien que là, on a un sujet à court terme, les Européens. Est-ce qu'on est capable d'intervenir pour garantir un éventuel accord de cessez-le-feu ? Et puis après, il y a un autre sujet qui est plutôt à 3-4 ans. Comment est-ce que l'Europe se réarme pour faire face à la menace russe? Le moyen terme, on y reviendra plus tard. Mais effectivement, il y a les deux sujets. C'est aussi, Anthony Bélanger, évidemment un message envoyé à Donald Trump, à Vladimir Poutine. Vous ne pouvez pas décider sans nous. Mais est-ce qu'ils l'entendent, ce message ? Alors, c'est toute la question, c'est tout ce qu'essayent de faire les Européens, c'est-à-dire de montrer qu'ils sont sérieux dans l'affaire. Effectivement, la première partie de la négociation, qui était vite, concluant une trêve qui d'ailleurs n'a pas été conclue, et surtout pas en Europe, et surtout pas avec les Européens, et même au début sans l'Ukraine, cette partie-là est perdue pour les Européens. Donc ils préparent l'étape d'après. L'étape d'après, c'est d'une part des discussions sérieuses autour de la paix éventuelle, et dans ces cas-là, il faut arriver aux négociations avec des atouts. Donc en fait, ce qu'ont fait les Européens, ils ont beaucoup sommétisé, ça c'est sûr.
hein, on s'est beaucoup réunis. C'est drôle parce que quand je vous entends dire sommétiser, j'entends somatiser. Oui, ça doit être mon côté hypochondriaque qui s'exprime. C'est peut-être un peu des deux, mon capitaine. C'est peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, c'est un néologisme qui me semble bien convenir à l'Europe. Mais en fait, bon, première chose. D'abord, l'Europe fait ça et fait ça depuis toujours et fait ça très bien. Deuxièmement, on entre dans une configuration de négociation que les Européens connaissent quasiment depuis la haute antiquité. C'est-à-dire nouer des alliances entre eux, changer des systèmes d'alliances, voir si on ne peut pas mettre le Luxembourg, mettre la Grande-Bretagne, mettre l'Allemagne ensemble, et puis non pas l'Allemagne. Quelques guerres à la clé. Et voilà. Et quelques guerres au milieu. Oui, quelques guerres au milieu, c'est vrai, mais ce type d'alliance-là, les Européens savent le faire. Et d'ailleurs, sont les seuls au monde à savoir le faire. Hein. Il n'y a aucun autre parti du monde qui décide de s'allier avec son voisin et de faire des alliances à 12. Non. Regardez bien dans le monde aujourd'hui, la Chine n'a pas d'alliance, n'a pas d'alliance militaire. Je parle bien d'alliance militaire. Oui, parce que je pensais à des alliances économiques. Il n'y a pas d'autres alliances militaires que des alliances européennes. Donc ça, on sait faire. Mais effectivement, on prépare le coup d'après. Et pour ce coup d'après-là, effectivement, il faut faire ce que font les Européens, très bien, sommétiser, et ensuite être sérieux. Et je pense que l'atout incroyable, c'est pas tellement la Grande-Bretagne et la France ensemble, c'est surtout les 1000 milliards de l'Allemagne. Je pense que depuis que l'Allemagne a annoncé qu'elle allait mettre 1000 milliards sur la table et qu'elle n'allait même pas être ruinée par ces 1000 milliards, puisque c'est juste prendre 20 points de PIB supplémentaires, c'est passer de 60% de dette à 80% de dette. Et en plus, elle en a sous la pédale. Oui. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir 3300 milliards de dettes comme nous. Bref. Exactement. Et qu'en plus, elle a décidé de tout à faire cessante, d'aller à Paris pour discuter sérieusement de défense, ça... C'est une révolution. Alors on rappelle que les 1000 milliards, ce n'est pas en totalité pour l'effort de défense. Non, c'est 500. Une grande partie, la moitié pour les infrastructures de l'Allemagne. Il y a quand même ce duo franco-britannique qui s'impose d'une certaine façon, avec notamment des mesures. Il y a une mesure concrète annoncée, ou une décision concrète annoncée par le président français à l'occasion de ce sommet, c'est l'envoi des chefs d'état-major britanniques et français en Ukraine pour préparer quoi? On écoute Emmanuel Macron. Nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Quelle armée de terre, quelle capacité maritime, quelle capacité aérienne, quel format, c'est-à-dire en termes de taille, de nombre de soldats, quels équipements pour pouvoir répondre à une éventuelle agression russe. Alors ça, Guillaume Ancel, ça va démarrer très vite, mais le principe c'est quoi? C'est de se dire que l'armée ukrainienne, de toute façon, restera en première ligne sur le front et qu'il faut l'aider? C'est le message que je comprends? Oui, il faut comprendre aussi le cheminement que fait Emmanuel Macron. Vous vous souvenez qu'il y a un an, il avait parlé d'envoyer des troupes éventuellement en Ukraine. Et ça avait fait scandale dans toute l'Europe. Tout le monde lui était tombé dessus en disant « c'est inimaginable ». Puis un mois, quand il a évoqué, on a vu que ça posait problème. Et puis en fait, maintenant, on le fait. C'est-à-dire qu'on le prépare. Dans la réalité, les états-majors n'ont pas attendu que le président l'annonce officiellement pour le préparer. Ça fait déjà des mois que des équipes réfléchissent à la manière dont on pourrait se déployer avec plusieurs scénarios. Depuis au moins début décembre, l'OTAN, parce que c'est l'OTAN en réalité qui coordonne cela, avait le plan de l'équipe de Donald Trump de s'il y a un cessez-le-feu, comment est-ce qu'on le garantit sur place? Et ça avait beaucoup frappé les Européens parce que c'est à ce moment-là, début décembre, qu'ils ont compris que Donald Trump allait négocier tout seul, comme Anthony le rappelait tout à l'heure, un accord avec Vladimir Poutine sans les Européens et sans l'Ukraine. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il pagaille dans la choucroute. Néanmoins, s'il y avait un cessez-le-feu, ce qui n'est pas encore fait, bien sûr, il faut une force de garantie. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience de Minsk 1, de Minsk 2. On sait que, de toute façon, Poutine ne tiendra jamais parole. Donc la question, c'est est-ce qu'on garantit ou est-ce qu'on fait semblant d'avoir confiance dans la voix d'un chef mafieux qui n'a jamais respecté sa parole une seule fois? Et si on envoie cette force, on ne veut surtout pas se retrouver dans ce qu'on a connu dans les années 90 auxquelles j'ai participé, ces missions de maintien de la paix qui n'avaient le droit de ne rien faire si ce n'est d'encaisser les coups. Donc on se dit, attention, c'est une force de garantie de l'accord. Donc c'est une force qui doit être puissante, donc il n'est pas question de la disperser. Elle ne peut pas être sur le front, parce qu'elle n'est pas là pour imposer la paix. Et donc c'est ce que je disais, l'Ukraine, les soldats ukrainiens sur le front. Sur le front, mais qu'on sera obligé néanmoins
de faire reculer un peu du front, puisque le principe, quand il y a une telle imbrication sur la ligne de front, c'est que si on veut en faire une ligne de démarcation, il faut que les soldats se séparent. Sinon, tous les matins, il y a une violation du cessez-le-feu. Puis une fois qu'ils se séparent, c'est derrière d'avoir une force conséquente qui empêche les Russes de mettre la marche avant. Attention, sans engagement de l'OTAN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'OTAN planifie, mais qu'il est hors de question que si un de ces pays est agressé, ça mette en branle l'article 5 qui dit « tous les pays de l'OTAN doivent réagir si un pays ». Donc c'est hors OTAN, mais avec l'OTAN. C'est ça qui est un peu compliqué à préparer. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que, parce que pour l'instant, ce qui est quand même frappant depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, c'est qu'on a l'impression que c'est des voies parallèles. On ne sait pas si elles vont se rejoindre à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a ce que discutent les Européens, les Australiens, Canadiens, Turcs. Et puis, à côté de ça, il y a Trump et Poutine qui dit « mais moi, je ne veux pas entendre parler de soldats des pays de l'OTAN sur le sol ukrainien ». À quel moment ils vont éventuellement se rejoindre? Vous voyez ce que je veux dire, Pascal Johannin? De toute façon, je pense que Vladimir Poutine a une logique, il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes, et que Trump s'est fait un peu rouler ou avoir par Vladimir Poutine, parce que même en concédant ce que Vladimir Poutine voulait dans un premier temps, Poutine en a rajouté une couche, et donc on a l'impression que c'est lui qui mène la danse, et pas du tout le président américain qui croyait pouvoir, en effet, du haut de son élection et de son statut, de pouvoir imposer un peu ses conditions. Et donc, c'est peut-être en effet quelque chose qui va se tenir. Mais on voit bien que jusqu'à présent, il n'y a pas eu il y a pas eu de résultat, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui vient. Et alors là, le dernier en date, c'était je veux bien faire l'application d'un accord, mais si vous levez les sanctions. La réponse a été non. On va l'évoquer notamment sur le cessez-le-feu sur la mer Noire. Si vous voulez, aujourd'hui, donc si on veut qu'en effet les Européens ils ont compris ce que Trump avait dit, et donc il va faire probablement, et que Poutine, il l'a dit beaucoup, mais on sait qu'il n'aime pas l'Europe. Donc il faut bien que les Européens s'organisent pour pas se retrouver complètement avec rien le jour où ils auront besoin d'eux, parce que sinon ce serait une irresponsabilité de leur part. Et donc il y a des choses qui se font au sein de l'Union européenne. Si vous voulez qu'on revienne 2 minutes sur l'Union européenne, il y avait Mme von der Leyen et M. Costa là sur la photo, mais c'est en dehors de l'Union européenne que ça va se faire, c'est-à-dire que c'est les États, parce que les armées c'est les États, c'est des budgets nationaux, il y a un petit peu de budget européen qui va permettre de faire des choses, mais c'est d'abord chaque État qui décide ou non d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Et donc, évidemment, après, et d'abord, là, tout de suite, c'est d'aider l'Ukraine pour, comme il n'y a pas de cessez-le-feu aujourd'hui, qu'elle soit dans la meilleure position possible le jour où il y aurait quelque chose qui s'apparenterait à un cessez-le-feu ou un accord de paix. Voilà, on en est loin. Mais en effet, ce qui permettrait en effet d'avoir soutenu l'Ukraine pour qu'elle soit, comme on le sait toujours, en mesure de négocier mieux le jour où, en effet, ça serait possible. Mais quand même, si on tire une leçon de ce qui se passe depuis le mois de janvier, depuis l'investiture de Donald Trump, Anthony, j'allais dire, Donald Trump a réveillé l'Europe. Mais je ne dis pas l'Union européenne. Oui, l'Europe. Le continent européen. Alors, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'on déteste évidemment ce que Donald Trump a fait, c'est-à-dire grosso modo nous abandonner en race campagne, et détester l'Europe à plus, ce n'est pas possible. Mais d'une certaine façon, il a réveillé effectivement le continent. Alors, il faut dire que le continent... Il y avait une sorte d'assurance-vie qui était vraiment l'assurance que les États-Unis, quoi qu'il arrive, restaient l'allié des Européens, et une grande partie de l'Europe, notamment orientale, se réfugiait comme des amis autour d'un feu de bois, autour de cette idée, en disant « oh là là, mais de toute façon, il y a l'article 5, de toute façon, là, on est en train de se rendre compte de la profondeur de la détestation de cette administration contre les Européens, au point de penser, et c'est ce qui a été dit à demi-mot dans ce que disait Emmanuel Macron, qu'il pourrait, au pire, dit Emmanuel Macron, nous abandonner en race campagne, retirer une partie des troupes, d'ailleurs il y a des plans pour retirer les troupes notamment d'Europe de l'Est, et dire après tout, écoutez, cette guerre, je n'ai rien réussi à obtenir, ça ne nous concerne pas, laissons-les se battre entre eux, se débrouiller, Européens face aux Russes, et on verra ce que ça donne. Donc il y a cette... Mais paradoxalement, c'est cette peur-là, qui est une peur existentielle pour le coup, qui a réveillé tout le monde. Alors, peut-être quand même pas au point
de convaincre les Espagnols, par exemple, ou même les Italiens, d'envoyer des hommes en Ukraine. Oui. Ou les Portugais, on avait plusieurs correspondants je pourrais vous expliquer pendant des heures. Il y a quelques jours, c'était intéressant. Ils sont loin de la ligne. Voilà. C'est ce qu'on a dit. On a dit, regardons d'abord la carte. La géographie explique aussi la... Pas seulement, ce sont des pays neutres. Par exemple, l'Espagne, comme le Portugal, n'ont participé ni à la Première ni à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une veille... Mais ça, à la rigueur, c'est pas illogique que chaque pays décide d'envoyer ou non. L'Italie, c'est plus ambigu. L'Italie, c'est plus ambigu. Mais alors, c'est virtuel ce que je vais vous poser comme question, Guillaume Ancel, mais si on prend toutes les forces armées des pays européens aujourd'hui, ça représente quoi? En fait, c'est ça qui pose problème. C'est que si on prend les 30 armées européennes qui sont sur le continent, c'est la deuxième armée du monde. Et oui. En termes de budget, en termes d'hommes. Mais en termes de matériel aussi. C'est que c'est 30 structures différentes. D'accord ? Imaginons une seconde. Il n'y a pas d'unité, quoi. Imaginons une seconde que l'armée américaine, qui est clairement aujourd'hui l'armée la plus puissante du monde, que l'armée américaine soit 50 armées différentes, puisqu'il y a 50 États américains, je ne compte pas le Canada. Oui. Tout le monde rigolerait de savoir si l'armée du Michigan veut bien venir avec l'armée du Texas, qui de façon a un équipement qui n'est pas compatible avec celle de l'Ohio. Ça, c'est la situation de l'Europe. Oui. Donc en fait, avant de parler de milliards, il faut surtout qu'on résolve un problème. C'est qu'aujourd'hui, on arrose le sable parce qu'on a 30 structures différentes. Qui fait que chaque fois qu'on dépense du fric, on commence par payer 30 fois notre organisation. Alors ça, je suis d'accord avec vous, mais donc ça veut dire même à moyen terme, enfin, on ne va pas inventer une armée européenne unifiée. Donc, que peut faire l'Europe rapidement? Mais en fait, si déjà elle rassemble les armées des pays qui veulent bien se mettre ensemble, elle a déjà une armée plus puissante que l'armée russe. Le premier problème, il n'est ni militaire ni financier, il est politique. C'est quoi l'objet politique qu'on met en place pour dire... Pour une armée, il faut un chef politique. Vous imaginez bien que l'armée américaine, si Trump devait demander son avis aux 50 gouverneurs américains, il n'y aurait pas d'armée américaine. Or, aujourd'hui, la situation des Européens, c'est qu'ils n'ont pas émis une idée qui a déjà Viktor Orban, plus l'Espagne, plus l'Autriche. Ah oui, mais alors moi, je ne viens pas, moi, je viens... On sort des organisations existantes, si je comprends bien. Bien sûr, et on redécouvre une nouvelle. Ça prend du temps de créer une nouvelle organisation. L'Union européenne n'a jamais été qu'un club de commerçants. Oui. Ça n'a jamais été conçu pour diriger ou présider une armée. Donc, on a une question politique à résoudre très rapidement de qui va diriger une défense de l'Europe. Mais si on résout ça, pardon, mais les armées européennes existantes, le simple fait qu'elles travaillent ensemble, c'est déjà la deuxième armée du monde. Je vais j'ai les chiffres sous les yeux. Donnez-les. Donc, puisque vous posiez la question, nous avons 2 millions de soldats actifs en Europe, contre 1,5 million en Russie. Nous avons 33 000 véhicules blindés, 3 fois plus que la Russie. Nous avons 2 fois plus de canons mobiles et 2 fois plus d'avions de chasse. Excusez-moi du peu, ça fait quand même beaucoup de comment dire, ça fait quand même. Ce n'est pas effectif de fait. Sauf que le problème, c'est que nous manquons de choses qui sont aujourd'hui indispensables à la guerre moderne, c'est-à-dire par exemple les moyens de défense aérienne, le renseignement et la coordination. Ouais. C'est tout ce que proposent les Américains, qui sont assez intelligents pour avoir justement investi là-dedans pour d'une certaine façon tenir les Européens entre eux. Alors vous parliez tout à l'heure d'accords et de sanctions. On va effectivement se concentrer sur la trêve ou le cessez-le-feu en mer Noire avec Lorraine Barrière tout de suite. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Thomas. Expliquez-nous pourquoi la mer Noire est un enjeu commercial majeur pour les Russes. Eh bien, il faut savoir Thomas que la Russie est le premier exportateur de blé au monde et aussi un fournisseur clé d'engrais. On va voir ensemble les chiffres. L'année dernière, la Russie a produit 82 millions de tonnes de blé. La moitié a été exportée notamment en direction de l'Afrique. Du côté des engrais, 60 millions de tonnes produites pour un tiers exporté. Ces céréales sont produites en grande partie sur le territoire russe, mais pas seulement. Il y a aussi sur ces territoires ukrainiens occupés que vous voyez sur la carte en rose, revendiqués par Moscou. Ce blé et ces engrais, Thomas, ce sont une partie des richesses de la Russie. Et donc, pour être exportées, ces richesses, elles transitent par la mer Noire. En effet, Thomas, on va regarder une nouvelle carte, cette fois de la mer Noire, l'axe commercial utilisé par la Russie que vous voyez en rouge, et bien qui démarre au niveau de la mer d'Azov, qui est sous contrôle russe, puis qui passe par la mer Noire pour se diriger vers la mer Méditerranée via le détroit du Bosphore. Ce chemin est sensible, si bien que les exportations russes ont baissé de 30% l'année dernière. Alors qu'à contrario, l'Ukraine emprunte une route beaucoup plus dégagée, celle qui est en jaune, un corridor qui est protégé par la Roumanie, la Bulgarie
et la Turquie. L'Ukraine qui a même réussi ces derniers mois à retrouver ses niveaux d'exportation d'avant-guerre. Cet accord de trêve donc va vraiment permettre à la Russie de jouer sur ses volumes d'exportation. Oui, mais là, il est loin d'être entré en vigueur, cet accord, et sa mise en œuvre, elle est conditionnée à la levée de certaines sanctions occidentales. En tout cas, c'est ce que demande la Russie. Oui, c'est un ultimatum lancé il y a quelques heures, puisque le Kremlin exige la levée de sanctions et de restrictions sur ses exportations de céréales et d'engrais, des sanctions qui portent sur la logistique, les assurances et aussi les transactions bancaires. Il faut savoir par exemple que les cargos russes ne peuvent plus être assurés par des entreprises occidentales. La banque agricole russe a été exclue du système de paiement électronique SWIFT, cette coopérative soumise à la législation européenne qui est incontournable en fait pour les transactions internationales. Plusieurs verrous donc que voudrait faire sauter la Russie, mais que l'Union européenne ne lèvera pas, en tout cas pas sans contrepartie. Thomas, l'Europe a donc sans doute une carte à jouer. Merci beaucoup, Lorraine. Pascal Jolanin, vous parliez tout à l'heure d'un Donald Trump qui s'est peut-être fait un peu rouler dans la farine par Vladimir Poutine. Sur ce cessez-le-feu, on n'y est pas, hein, donc je mets des guillemets sur la mer Noire, ça profite d'abord à la Russie, si c'est signé. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'elle a demandé. Ben oui. C'est pour ça qu'elle a demandé. Donc parce Trump nous dit, regardez, je peux bien cesser le feu. Quand Vladimir Poutine dit les sanctions ne m'affectent pas, l'économie russe ne souffre pas, mensonge. Il ne faut pas croire ce qu'il dit. Hein. Donc, en effet, il a demandé ça parce que ça gêne considérablement une ressource importante pour lui et son pays. Et donc, il a demandé ça, et bien entendu, en demandant la levée des sanctions, il met une conditionnalité qui n'est pas acceptable, en tout cas pour les Européens. Je ne sais pas ce que fera Trump, il n'a pas répondu encore à ce que je sache. Et donc, mais c'est un moyen de pression. Donc, si on lui donne tout, bah, c'est plus une négociation. Hein, donc là, en l'occurrence, il avait vraiment intérêt à le faire. Et justement, parce que ça le gêne, il faut continuer à le gêner pour obtenir ce que l'on veut et avoir donc un peu une monnaie d'échange en disant, bah, écoute, on va voir si tu vends vraiment la cessez-le-feu, ça ne sera pas sur cette condition-là. Et en effet, les Ukrainiens, eux, qui ont été très longtemps embêtés, on a trouvé des moyens, etc., eux, ils ont un corridor qui est le long de 2 pays de l'OTAN, il faut le rappeler. Donc, pour eux, c'est plus facile, parce que d'abord, il y a le soutien de l'Union européenne, et 2, parce qu'en effet, on a trouvé des moyens de protéger, en effet, ces convois, qui passent donc par le détroit du Beaufort, qui est donc contrôlé par la Turquie, qui revient un petit peu dans le jeu, si vous voulez, en disant, voilà, je fais, puisqu'il y a une libre circulation dans les détroits, mais quand même, je contrôle un petit peu ce qui passe dans mon détroit. Et donc, le Turc revient un petit peu dans ce jeu-là aussi. Donc, c'était très intéressant, votre carte, puisqu'il y a 3 pays de l'OTAN, 2 pays qui sont les pays belligérants. Et donc, il n'y a pas de raison de donner un satisfecit à Poutine tant qu'il y met de la mauvaise volonté. Anthony. Alors, c'était passionnant, votre infographie, parce qu'en fait, on voit très bien le problème qui se pose à la Russie. Le problème qui se pose à la Russie, enfin un des grands problèmes qui se pose à la Russie, ce sont les détroits, les fameux détroits. On se croit revenu en 1914, hein, le problème des détroits. C'est-à-dire, en fait, la Turquie, surtout qui contrôle la Turquie, les accords de Montreux, etc. La Turquie était très déçue, parce qu'elle pensait hériter des négociations. Elle a hérité de la première à Ankara, mais le reste est passé en Arabie Saoudite, son rival au sein du monde arabe sunnite. Donc très vexés, les Turcs se sont à nouveau tournés vers ceux qu'ils connaissent depuis au moins 2 siècles, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont dépecé l'Empire ottoman, mais en même temps ceux avec qui on discute. Et en plus, ils ont un intérêt évident à faire en sorte que la mer Noire ne soit pas un lac russe. Or, les seuls à pouvoir le leur permettre en ce moment, ce sont des pays riverains de la Turquie et de la mer Noire, Roumanie, Bulgarie et Ukraine. Ouais. Donc quand on est un dirigeant turc conséquent, eh bien plutôt que de se remettre aux États-Unis qui viennent de les trahir en plus, on s'en remet aux bons vieux Européens qui, eux, ont maille à partir et ont un intérêt à maintenir un équilibre et surtout à maintenir la Turquie au sein d'une alliance avec les Européens. Oui. Ou du moins de la réintroduire par ce biais-là. Alors, je rappelle juste une petite... Sauf que la Turquie, en ce moment, si je peux me permettre, connaît quelques troubles en interne qui risquent de perturber absolument. Alors, je voudrais revenir sur juste quelques secondes. En ce moment, la Turquie est en train de régler son problème avec les Kurdes. Alors,
Pardon, mais on ne va pas faire un chapitre Turquie parce que c'est passionnant, mais ça vaut un débat. Et ça tombe bien parce qu'on va faire un débat sur la Turquie la semaine prochaine. Donc comme je sais qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sommet, je préfère vous interrompre. Alors je tiens à souligner quand même l'importance de la Turquie. Ça, on l'a bien compris. Et je crois que c'est une des clés pour la négociation. C'était important de le dire. Je vous propose d'écouter, je vous donne la parole tout de suite, Guillaume, le Premier ministre britannique sur les sanctions. Parce que lui, il dit on refuse d'envisager pour l'instant la levée des sanctions contre la Russie. Ce n'est pas le moment de lever les sanctions contre la Russie. Au contraire, nous avons discuté de la manière dont nous pouvons renforcer les sanctions pour soutenir l'initiative américaine visant à amener la Russie à la table des négociations grâce à une pression accrue de la part de ce groupe de pays. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même, je reviens sur Donald Trump, la stratégie Trump, etc. Est-ce que les Européens parient sur les limites de la méthode Trump aujourd'hui, en voyant finalement, il a beau se démener, il a beau faire beaucoup de communication, les accords ou les cessez-le-feu qui sont signés n'aboutissent pas sur grand-chose. Là, aujourd'hui, par exemple, sur les installations énergétiques, encore une fois, les deux pays, Ukraine et Russie, s'accusent mutuellement d'avoir violé le fragile cessez-le-feu. Probablement. On se souvient que le 12 février, Donald Trump avait voulu sidérer un peu la planète en disant « je suis tellement puissant que je vais lancer des négociations immédiates avec la Russie », qui sous-entendait qu'en fait il avait déjà un accord avec Vladimir Poutine, qui aurait juste quelques points de détail à régler, et que dans les semaines qui venaient, on avait un cessez-le-feu global. Il n'y a aucun cessez-le-feu. Pardon, mais quand on parle, par exemple, de l'accord sur la mer Noire, qui n'est même pas signé, mais ça n'empêchera rien de la guerre. La guerre n'a jamais été aussi violente. Sur le front, il y a des morts et des blessés tous les jours, il y a des bombardements comme on n'en a jamais eu. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'esquisse du début d'une amorce d'un cessez-le-feu sur la guerre. Et on voit bien que Poutine essaye de gagner du temps en permanence pour dire « oui, je pourrais accepter un cessez-le-feu, mais alors je voudrais parler de ça, je voudrais parler de ci », qui n'a pas de rapport avec la guerre. Et en fait, on voit bien que la méthode Trump a un énorme problème. C'est que lui se présentait comme l'homme du deal. Il a même écrit ce livre, The Art of the Deal. Ouais. Le problème, c'est que dans son deal, pour l'instant, il n'y a rien négocié avec la Russie. Poutine, la seule chose qu'il a imposée, c'est à l'Ukraine. C'est d'accepter tout ce qu'il voulait, sinon, il les aveuglait et il les désarmait. Mais à la Russie, qu'est-ce qu'il a obtenu jusqu'ici? Rien. D'ailleurs, il ne leur a rien demandé. Donc, ce qui pose problème, c'est que par ailleurs, ça n'est même pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que Poutine ne comprend que la force. Et à quel moment Trump a exercé de la force contre Poutine pour lui dire « là, tu vas t'arrêter, parce que si tu vas plus loin, ça va mal se passer ». Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que sous la table, il y a quelque chose de très étrange. Trump commence à montrer des signes de fébrilité. Vous savez qu'il a repris les livraisons d'armes par l'armée américaine depuis 5 jours. Et depuis 3 jours, les Ukrainiens sont autorisés à utiliser des munitions américaines pour frapper très durement sur des cibles en Russie. Ça, c'est intéressant. Donc ça montre bien que Trump est en train de réaliser que l'autre l'escroque et qu'il continue avec son sourire de façade, mais que par contre, sous la table, il veut lui donner quelques coups de pied pour lui dire « Eh Coco, on n'était pas censé avoir un accord tous les deux ?» Oui, effectivement. Alors, quand même, on a titré le débat autour d'Emmanuel Macron en meilleur allié de Zelensky. Je vois quand même qu'on y consacre quelques minutes. Pascal Joannin, on est souvent assez critique sur le président français, mais là, il y a une cohérence sur l'effort de guerre, sur la nécessité d'un réarmement de l'Europe. Il dit ça depuis le début de son premier mandat. Est-ce que vous le jugez légitime pour finalement incarner, peut-être avec Keir Starmer, ce réveil européen au sens large? On s'est longtemps lamenté sur le post-résultat des élections législatives post-dissolution pour dire la France est affaiblie, ça y est, c'est fini, il reste encore 2 ans, que va-t-il faire pendant ces 2 ans, etc. Pour ne pas goûter un peu le plaisir de voir la France revenir un petit peu dans le jeu, à la grande... Alors, s'il ne l'avait pas fait, on l'aurait aussi critiqué. Donc, quoi qu'il fasse, de toute façon, il y aura des gens qui trouveront qu'il a trop fait ou pas assez fait. Mais là, en l'occurrence, c'est dans le domaine réservé qui est celui de la Constitution française. Il a toujours été un peu en avant-poste. Donc ça, c'était légitime. Et après avoir longtemps tergiversé, on est bien d'accord, le début a été un peu fébrile. Chaotique. Mais voilà, là, il est... Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même... la principale force européenne, militaire, etc. Et qu'en effet, il y a eu une alternative au même moment, en juillet,
en Grande-Bretagne. Je ne suis pas sûre qu'en effet, si les conservateurs étaient restés au pouvoir, on aurait eu la même relation. Et en effet, Keir Starmer joue le jeu aussi, lui, parce qu'il a compris que de toute façon, Donald Trump, la relation privilégiée que la Grande-Bretagne avait avec les États-Unis, c'était fini. Donc voilà. Donc, et quand on voit comment traite Trump ses proches partenaires ou ses voisins plus lointains, anciens alliés, donc Canada et reste, on se dit que de toutes les façons, on n'a rien à perdre à essayer de faire. Donc Macron joue cette carte-là pour, bien entendu, reprendre un peu la main à l'intérieur, certainement, mais aussi pour affirmer son autorité en Europe, qui avait été légèrement affaiblie à la rentrée 2024, après la dissolution. Mais finalement, Anthony, là je parlais d'un duo, mais c'est un trio ou un triangle. Vous parliez de l'Allemagne. C'est-à-dire il faut rajouter l'Allemagne à cette solidification peut-être d'une offre européenne. Oui, c'est important parce que... Je dis ça avec humilité, mais je crois qu'on peut le dire. Il s'agit bien d'un trio, et pour le coup inédit dans notre histoire. Il y a qu'au Congrès de Vienne, à peu près, on a obtenu la même chose, c'est-à-dire l'alliance, c'est vrai, le concert des nations, l'alliance entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, enfin en tout cas une forme d'alliance, et pour le coup on parle bien de militaire, parce que je rappelle quand même que l'histoire de l'Europe, vous dites, c'est un club de commerçants, ce que vous disiez, c'est aussi fait contre la guerre. C'est-à-dire l'idée de l'Europe, c'était bien sûr, une Europe contre la guerre. Création de on a donc ce triumvirat. Très vite, parce qu'il y a encore un grand thème à aborder. Alors, je tiens à signaler que c'est parfait pour débuter. C'est très bien parce que chacun, en plus, a des choses à apporter. Les Allemands de l'argent, les Anglais, leur expertise avec les Américains et une armée conséquente, et les Français aussi. Sauf qu'il va falloir faire attention. Parce que je connais toute une partie de l'Europe qui refusera absolument de confier leur défense et à l'Allemagne, et à la France, et à l'Angleterre. Si c'était simple. Voilà. Allez, à propos des armes, j'ouvre un nouveau chapitre sur les armes nécessaires ou interdites, Sophie, quand la guerre frappe à la frontière, les traités internationaux ne pèsent pas forcément bien lourd. Eh bien, je dirais même que cette réalité nous explose à la figure, dans le cas, par exemple, du traité sur les mines antipersonnelles. Mais je n'irai pas plus loin dans les mots qu'on pense drôles, parce que, évidemment, ça ne l'est pas du tout. Des vies sont en jeu, et pas qu'une seule, Thomas. Le respect de ce traité vieux de 26 ans est menacé dans les États baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, mais aussi en Pologne et en Finlande. Ces États pensent se retirer du traité d'Ottawa, c'est son nom, qui a permis la destruction, il faut le savoir, de plus de 50 millions de mines qui étaient dans les stocks et qui a sauvé des centaines de milliers de vies. Il interdit l'utilisation, mais aussi la production, le transfert et le stockage de ces mines antipersonnelles. Une chose importante, le voisin menaçant de ces États, la Russie, n'a pas signé ce traité, pas plus que les USA ou la Chine. Et après ces annonces, on entend des organisations humanitaires, par exemple Handicap International, évidemment très inquiètes. Évidemment, et interrogée cette semaine sur France 5, la directrice du plaidoyer de cette ONG, qui avait été à la manœuvre spécifiquement sur ce traité à la fin des années 90, Anne Herry s'est dit indignée. La mine antipersonnelle, dit-elle, c'est l'arme des lâches, avec comme majorité de victimes des villageois et des enfants. Pour elle, ces mines ne protégeront ni les frontières, ni les personnes. Et la Pologne annonce aussi qu'elle pourrait se mettre à produire ces mines. Oui, en plus de se retirer du traité, et contre cela, Thomas, il n'y a pas d'autre sanction que la stigmatisation internationale. Ces traités, finalement, ont une force morale. Un mot est très employé ces temps-ci, on l'entend tous, c'est le mot robuste, décliné aussi en robustesse, qui évoque la stabilité de la performance. Peut-on en conclure que ce traité et d'autres sont des traités de temps de paix, qu'ils sont bien peu robustes face à la guerre, même dans des démocraties situées sur le sol européen? C'est éloquent et douloureux, évidemment. Une leçon de notre temps à digérer pour les temps qui viennent. Guillaume Ancel, est-ce qu'elles sont stratégiquement utiles, ces mines antipersonnelles? En fait, il faut que je réexplique en 2 secondes ce que sont des mines. Ce sont des bombes à retardement. Ce sont des bombes qu'on dissémine, plus ou moins cachées, avec parfois des systèmes de neutralisation, mais comme ils ne fonctionnent pas, ça reste des bombes. Et qu'en fait, on ne sait pas bien neutraliser par la suite. Ça veut dire qu'une fois qu'on a mis ces bombes, en général pour se défendre, c'est parce qu'on craint d'être attaqué. Ça, c'est le cas pour tous les pays qui sont à la frontière de la Russie, qui se disent « moi, maintenant, je veux me défendre, je veux mettre en place… » On voit bien la logique, sauf que Handicap International dit c'est 80 ou 85% Mais ce qui est dramatique, civiles. c'est que personne ne sait détruire réellement les mines une fois qu'on les a dispersées sur un champ de bataille. D'autant plus qu'en général, elles bougent.
Et alors après, c'est infernal. Moi, j'ai commencé au Cambodge, il y avait des millions de mines. On a mis à peu près 20 ans à déminer de 90%. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui meurent sur les mines qui ont été laissées. Quand vous dites elle bouge dans le sous-sol, Oui, bien sûr, parce que la terre bouge, les champs bougent. J'ai même vu des paysans déposer des mines après qu'on ait déminé consciencieusement tous les chemins pour protéger leurs champs. Ce qui veut dire que quand on dissémine des mines, on s'interdit de sécuriser l'avenir. En fait, ce sont des bombes qu'on laisse pour les générations futures. C'est extrêmement grave, mais c'est aussi l'expression d'une peur très forte qui est ressentie par ces pays. Et tout à l'heure, on parlait de l'Espagne et du Portugal. C'est évident que pour eux, ça ne présente aucun intérêt, mais pour les pays baltes aujourd'hui, c'est une évidence. C'est effectivement, Anthony Bélanger, c'est d'abord ce signe-là. Oui, la menace russe, à quel point la menace russe, elle est prise au sérieux par les pays les plus proches ou qui ont une frontière commune avec la Russie. Alors, il y a deux situations. La première, c'est celle des pays baltes qui pourraient être avalés en 24 heures, même pas en quelques heures, si jamais les Russes en donnaient les moyens. Et donc, c'est vrai que leur attitude défensive, qui est de absolument défendre leurs frontières, d'avoir ce sont des toutes petites populations, peut, à la limite, se comprendre. Il y a ceux de ces pays voisins avec la Russie, qui ont rejoint l'OTAN, qui aujourd'hui se disent si on se fait abandonner par les États-Unis, qu'est-ce qui va nous rester pour pouvoir défendre, et qui ont un fort sentiment d'infériorité en matière d'armement. Et puis il y a ceux qui disent on peut quand même produire des mines antipersonnelles parce qu'il y a moyen de les neutraliser, parce qu'elles ont une date de péremption. Alors, vous semblez en douter, je suis là pour vous croire, parce que franchement, je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais c'est vrai que, par exemple, les Américains ont expliqué, à un moment où ils ont eux-mêmes livré des mines antipersonnelles à l'Ukraine pour pouvoir renforcer sa ligne de défense, qu'ils avaient les moyens de les neutraliser. Les Américains qui ne sont pas dans ce traité d'Ottawa. Oui, ce que vous disiez, c'est aussi quels sont les pays qui l'ont signé. Ils sont des donneurs de leçons, mais ils n'appliquent pas la plupart des accords internationaux qu'ils n'ont pas signés, etc. Les Américains, c'est un principe. Ils ne signent jamais les accords internationaux. Voilà. Ils s'estiment... Mais dans cette Europe de la défense dont vous parlez tout à l'heure, Anthony, on a parlé de l'Allemagne, qui en effet, c'est un revirement total. C'est une révolution. Et on va voir en effet comment ça va être inscrit, parce que je rappelle que les Allemands écrivent tout avant dans leur gouvernement. Donc Friedrich Merz a fait des déclarations. Il va falloir voir, puisqu'ils ont le seul accord possible, c'est avec le SPD. Donc en effet, voir comment en effet ce chapitre va être résolu. Mais il y a un autre pays qu'on connaît moins bien, mais qui préside le Conseil, c'est la Pologne, qui lui a depuis longtemps fait des efforts en matière de défense et qui est aujourd'hui le pays qui dépend en termes de PIB le plus. Oui, c'est 4%. Et qui aimerait bien... Et qui produit ces mines. Voilà, et qui produit ces mines, mais qui a acheté aussi américain, et qui est en train de revenir un petit peu sur beaucoup de choses, parce qu'ils se rendent compte que d'abord, ils sont en première ligne, et deux, qu'ils aimeraient bien être aux côtés, en effet, de ces trois grands, et que donc on est un triangle de Weimar, qui était la France, Allemagne, Pologne, plus avec le Royaume-Uni, et Donald Tusk, qui est le bon Donald par rapport à Trump, ils ont les mêmes initiales et les mêmes prénoms, c'est pas n'importe qui, donc il a vraiment un discours, il a gagné contre un parti très conservateur qui était, alors qu'on pourrait penser proche de Trump, et donc là il est en train de faire quelque chose avec une élection, il ne faut pas l'oublier, présidentielle à la fin du mois de mai. En Pologne. En Pologne. Aujourd'hui, c'est un titulaire de l'ancien parti, le PiS. Et donc, en effet, c'est l'élection présidentielle. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il est très allant, parce qu'il veut aussi convaincre son opinion publique que son pays compte et est revenu un peu dans la cour des grands. Écoutez, à un moment où il avait très ostracisé quand il y avait l'ancien parti qui était là. Guillaume ? J'en profite pour rappeler cette phrase extraordinaire de Donald Tusk pour résumer la situation dans laquelle nous sommes. Bien, Nous sommes quand même 450 millions d'Européens qui demandons à 300 millions d'Américains de nous protéger contre 140 millions de Russes. Je pense que c'est lui qui a le mieux résumé notre situation, qui est juste inacceptable. Parce qu'en réalité, c'est nous qui devrions faire peur au reste du monde. Et aujourd'hui, on les supplie de venir nous protéger. C'est ça le problème. Avec toujours la question de l'allié américain. Est-ce qu'on peut encore employer ce terme-là ? Tiens, je vous propose d'abord, vous parliez de Friedrich Merz, qui n'est pas encore le chancelier. Et donc, c'est pour ça qu'Olaf Scholz... Peut-être mimé. Voilà, c'est pour ça qu'Olaf Scholz représentait l'Allemagne aujourd'hui à Paris. Et voilà ce qu'il dit. Il parle des États-Unis. C'est vraiment intéressant. Il est clair que quel que soit notre accord futur, les États-Unis devront y être associés. Et cela implique de partager avec nous la responsabilité de la sécurité de l'Ukraine et de la paix et de la sécurité en Europe. C'est pourquoi nous sommes membres de l'OTAN et il est également crucial que des garanties de sécurité américaines soient mises en place.
Et je vois juste que quand vous voyez l'image, le sens de la mise en scène, c'est intéressant. On voit la Tour Eiffel derrière. Oui. Donc, quel que soit le lieu où l'interview des chefs d'État sera diffusée, on se souviendra que ça s'est passé à Paris. Emmanuel Macron a dit que les États-Unis restent un allié fiable. Anthony Alors, oui, parce qu'on qu'il peut dire ça. On ne peut pas dire autre chose. Non, mais c'est pas ça. Bon. C'est qu'en fait, une partie de l'Europe, grosso modo, il y a une partie de l'Europe qui pense qu'il faut faire le gros dos pendant 3 ans, même moins si jamais les démocrates gagnent l'élection de midterms. Ce qui est peu probable vu et qu'au fond, après, on retrouvera un président raisonnable et on pourra revenir sur des choses. Donc cette partie de l'Europe-là, il y a en partie l'Espagne, mais il y a aussi en partie le SPD allemand, parce que Olaf Scholz, il faut bien le dire, c'est le SPD. Le SPD, c'est le parti de la paix. C'est les sociodémocrates. C'est les sociodémocrates. C'est lui, l'hoste politique. Ils sont dans le nouveau politique. gouvernement, même si c'est Merz qui le dirige. Oui. C'est eux, eux la coalition en Allemagne. Exactement. Oui. C'est eux l'ost politique, c'est-à-dire la politique de main tendue vers l'Union soviétique. C'est eux qui ont intégré l'OTAN, mais comme un bon moyen de ne surtout plus avoir d'armées conséquentes, mais de laisser les Américains s'en charger. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une Allemagne édentée qu'il décrit. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand Emmanuel Macron parle d'alliés fiables, en fait, il rend un service à une partie de cette Europe qui n'a vraiment pas envie, mais vraiment pas envie de penser l'Europe sans les États-Unis. Un dernier mot, Guillaume Ancel, 30 secondes, parce que pendant ce temps-là, vous disiez, il faut arriver à la table des négociations avec le plus de cartes possible. Qui progresse sur le terrain militaire? C'est toujours la Russie, lentement, ça s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Réalité, il nous reste 30 secondes. La Russie progresse à pas de fourmi. À cette vitesse, en février, ils ont conquis 250 km². Vous voyez, l'Ukraine en fait 600 000. Il leur faudra à peu près 2 siècles. Donc en fait, Poutine sait très bien qu'il peut gagner du temps, mais ce n'est pas ça qui va lui permettre de conquérir Kharkiv. Par contre, on voit très bien qu'il veut aller aussi loin que sa baïonnette peut rentrer, puisque Poutine ne comprend que le langage de la force, et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on lui a montré. Et puis il va arrêter la ligne sur le front qu'il occupera le jour où il y aurait éventuellement un accord. Ce serait sa ligne de débarcation. C'est pouvoir dire, je réclame ces territoires. Les 500 mètres ou les 250 mètres seraient... voilà. C'est toujours ça de prix. Voilà. Ce qu'on appelle un conflit gelé. Les Russes adorent ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais rappeler, Guillaume Ancel, le titre de votre livre « Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix ». Sans avoir peur de se battre, c'est aux éditions Autrement. Je vous dis à bientôt sur le plateau de Public Sénat.